Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Mardi 19 novembre et au sommaire de cette édition, 1000 jours de guerre en Ukraine. Le 24 février 2022, Vladimir Poutine déclenche l'invasion russe en territoire ukrainien. Au 1000e jour de ce conflit armé, l'Ukraine frappe la Russie avec des missiles américains de longue portée. Vladimir Poutine menace d'utiliser l'arme nucléaire. Nous sommes à Moscou dans un instant avec Anissa El Jabri. L'actualité en Nouvelle-Zélande, le peuple maori dans les rues de Wellington, la capitale. Une manifestation pour défendre leurs droits, nous expliquera Heike Schmidt. La politique en France et la bataille pour la mairie de Paris a commencé, nous dira Aurélien Devernois. Et puis enfin, à la page sport, c'est une page du tennis mondial qui se tourne. L'Espagnol Rafael Nadal joue pour la dernière fois en compétition officielle. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. La Russie promet une réponse appropriée à l'attaque sur son territoire aujourd'hui menée par Kiev, attaque avec des missiles américains de longue portée. La Russie estime que le conflit bascule dans une nouvelle phase et annonce que les possibilités de recours à l'arme nucléaire sont aujourd'hui élargies. Anissa El Jabri à Moscou pour RFI. Bonjour Anissa. Bonjour. Dès l'annonce plutôt succincte du ministère de la Défense, elle a fait la une d'absolument tous les médias sur les réseaux sociaux et les journaux télévisés, Anissa, ont été interrompus. Oui, et dans ce communiqué, pas de lieu précis, on y lit qu'était visée, je cite, une installation militaire, je cite encore, dans la région de Briansk, elle est frontalière de l'Ukraine. Le communiqué notifie pas de victimes, quelques dégâts matériels. Le ministère de la Défense russe évoque aussi 6 missiles américains tirés, 5 abattus, le dernier endommagé. Elle avance que la défense anti-aérienne russe S-400 et Pantsir étaient à la manœuvre. Les blogueurs militaires russes ont tout de suite noté que contrairement à ce qui avait fuité dans la presse américaine, ce n'est pas la région de Koursk qui a été visée. Jusque-là, aujourd'hui, on n'entendait pas un mot sur les 1000 jours de la guerre, mais en fin d'après-midi, Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a fait cette déclaration. L'opération militaire spéciale prend du temps parce qu'elle continue comme un conflit avec la participation de l'OTAN. Le pouvoir russe a donc saisi ce moment pour nourrir son récit vis-à-vis de son opinion intérieure. Lui a toujours présenté à sa population sa guerre comme un conflit défensif et jamais comme sa décision propre d'envahir l'Ukraine. Merci Anissa El Jabri en direct de Moscou pour RFI. L'Allemagne parle d'un sabotage, d'un acte malveillant en mer Baltique. Des câbles sous-marins ont été abîmés. Le ministre allemand de la Défense estime aujourd'hui qu'un sabotage est certainement à l'origine des dégâts constatés sur 2 câbles de télécommunication entre la Finlande et l'Allemagne d'une part, la Suède et la Lituanie d'autre part. La guerre au Liban, l'armée israélienne annonce aujourd'hui la mort d'un de ses soldats tués dans des combats dans le sud du Liban, ce qui porte à 29 le nombre de ses militaires tombés depuis le début de son offensive en sol libanais, une offensive qui avait débuté le 30 septembre dernier. Nous venons d'apprendre qu'en Haïti, 28 membres de gangs ont été tués par la police et des habitants. C'est ce qu'indique le porte-parole de la police nationale haïtienne, information rapportée par nos confrères de l'agence France Presse. Le journal en français facile. L'actualité aux États-Unis, après l'élection de Donald Trump, les médias américains auraient-ils changé de ton lorsqu'ils parlent de Donald Trump? Exemple avec la chaîne de télévision MSNBC. Confrontée à une chute de ses audiences depuis l'élection de Donald Trump, la chaîne d'information, classée à gauche, cherche à renouer le dialogue avec le futur 47e président des États-Unis. 2 de ses présentateurs vedettes ont fait le déplacement à Mar-a-Lago, en Floride, l'habitation de Donald Trump,
pour discuter avec lui. Il y a encore quelques jours, la chaîne de télé a accusé le candidat républicain d'être un fasciste, d'être un partisan d'un régime autoritaire. Les précisions de notre correspondant en Floride, David Thompson. C'est une matinale d'MSNBC pas tout à fait comme les autres, qui s'ouvre ce lundi matin avec une confession plutôt inattendue de sa présentatrice vedette. Nous sommes allés à Mar-a-Lago avec Joe pour rencontrer personnellement le président Trump. C'était la première fois qu'on le voyait depuis 7 ans, dit-elle. La nouvelle suscite la stupéfaction sur les réseaux sociaux car Mika Brzezinski et son mari Joe Scarborough présentent Morning Joe sur MSNBC, la chaîne d'information la plus anti-Trump des États-Unis. Pendant la campagne, le couple qualifiait la rhétorique du candidat républicain de fasciste et la comparait à celle d'Adolf Hitler. 2 semaines après sa victoire, le discours des 2 présentateurs a visiblement bien changé. On s'est mis d'accord pour relancer la communication entre nous. Le président Trump était joyeux, optimiste, et il semblait désireux de trouver un terrain d'entente avec les démocrates sur certaines des questions qui les divisent le plus. Soyons clairs, Joe et Mika n'ont pas subitement vu la lumière, grince Nikki Haley, l'ancienne rivale républicaine de Trump. Ils ont vu leurs audiences s'écrouler et ont réalisé qu'ils avaient besoin de Trump pour survivre. Depuis l'élection, les audiences de la chaîne ont en effet chuté de près de 40%, tout comme celles d'ailleurs de CNN. Quant à celle de la très à droite Fox News, elle ne cesse d'augmenter. David Thompson, Miami RFI. En Nouvelle-Zélande, pour défendre le droit des Maoris, environ 35 000 personnes ont manifesté dans les rues de Wellington, la capitale. Les Maoris, population venue de Polynésie, ils sont arrivés à partir du 7e siècle en Nouvelle-Zélande. L'actuel gouvernement néo-zélandais veut changer une très ancienne loi qui les protège. Heike Schmidt. Visage et torse tatoués, cape en plume drapée autour des épaules, avec le drapeau rouge, blanc et noir levé vers le ciel, les Maoris marchent vers le Parlement, suivis par plus de 40 000 manifestants. Ils disent non à tout changement du traité de Waitangi, signé en 1840 par 500 chefs de tribus avec la couronne britannique. Un traité de paix qui assure aux 900 000 Maoris des droits comme la protection de leur langue et de leurs terres, aujourd'hui mise en question par une proposition de loi du petit parti ACT, membre de la coalition de centre-droit au pouvoir. Aux yeux des détracteurs, une telle loi risquerait de diviser la société. Furieuse, une députée du parti maori a entonné des chants traditionnels de haka lors de la première lecture du texte dans l'hémicycle en le déchirant en 2. Sa communauté, qui encore aujourd'hui n'a pas le même accès aux soins et vit souvent dans la pauvreté, ne décolère pas. Peu importe si le Premier ministre Christopher Luxon assure que le gouvernement ne votera pas cette loi controversée. L'actualité en France, ce sont les prochaines élections. Les élections municipales se dérouleront dans un peu plus d'1 an, au printemps 2026. Mais les ambitions s'aiguisent déjà, notamment pour la mairie de Paris. Les déclarations de candidature se multiplient. Dernière en date, Aurélien Devernois, bonjour. Bonjour. Celle du député socialiste et ancien premier adjoint à la mairie, Emmanuel Grégoire. Il a été pendant des années le dauphin putatif potentiel d'Anne Hidalgo, mais les relations se sont nettement refroidies entre Emmanuel Grégoire et la maire de Paris. Résultat, c'est désormais le sénateur socialiste Rémi Féraud qui fait figure d'héritier. Celui-ci a d'ailleurs déclaré se préparer à une candidature. Plus le choix donc pour Emmanuel Grégoire qui a dégainé ce matin dans les colonnes du Parisien. Puis sur France Info, le député en appelle à un vote interne du PS et se présente comme le plus à même de réconcilier les Parisiens et de rassembler la gauche, mais sans les insoumis. La question des alliances à gauche qui s'annonce très sensible, une partie des écologistes parisiens souhaitant plutôt partir avec une candidature commune du nouveau Front populaire, si possible derrière un verre, car l'on craint un rapprochement entre la droite et le camp macroniste sous l'égide de Rachida Dati, la ministre de la Culture, voire de l'ancien Premier ministre Gabriel Attal. Des perspectives qui n'inquiètent pas vraiment les partisans d'Emmanuel Grégoire. L'arbitre, ce sera Anne Hidalgo, explique l'un de ses soutiens. Tant qu'elle n'a pas décidé son intention ou pas de se représenter, c'est elle qui a la main. Merci Aurélien. Aurélien Devernois, dans votre journal en français facile à écouter à cette heure-ci, du lundi au vendredi sur RFI et quand vous voulez sur